Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. Dernier jour pour l'examen de la loi alimentation au Sénat. Les sénateurs débattent de la question sensible de l'utilisation des pesticides. En ligne de mire, l'interdiction du glyphosate, de nouveau repoussée par l'exécutif. On en parle dans un instant. Parlementaires au bord de la crise de nerfs, le rythme est dense alors que s'ouvre la session extraordinaire. Ils enchaînent l'examen des projets de loi en commission et en séance. Beaucoup se plaignent de leurs conditions de travail. Le débat à suivre. Prélèvement à la source, attention aux conséquences pour les entreprises et particuliers employeurs. Le Sénat tire la sonnette d'alarme. Albéric de Montgolfier, rapporteur du budget, propose un choc de simplification et il est notre invité. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous nos débats sur Twitter avec le hashtag Sénat360. Pour m'accompagner cet après-midi, on retrouvera Saveria Rojek et Tam Tranui en direct du Sénat. Le multiplex parlementaire, c'est tout de suite. Mais avant de développer tous ces titres, l'évasion spectaculaire de Redouane Faïd suscite polémique et interrogation. Nicole Belloubet, la garde des Sceaux, reconnaît qu'il y a peut-être eu une défaillance au centre pénitentiaire de Réau, c'est en Seine-et-Marne. Et c'est de là que s'est évadé par hélicoptère ce braqueur récidiviste, Nelson Jetten. Une évasion spectaculaire et une polémique qui ne cesse d'enfler. L'exfiltration par hélicoptère de la prison de Réau en Seine-et-Marne du multirécidiviste Redouane Faïd hier a beaucoup fait réagir jusqu'au Premier ministre ce matin. Évidemment, une évasion de ce type n'est pas acceptable. L'objectif, c'est de comprendre exactement. La ministre qui s'est rendue sur les lieux hier a diligenté une inspection qui doit nous permettre de savoir comment tout cela s'est passé et qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter, alors même qu'on est dans un établissement dont le niveau de sécurité est très élevé, comment est-ce qu'il est possible d'éviter ce genre d'événement. Dimanche matin, un hélicoptère pénètre dans la cour de cet établissement inauguré en 2011. 10 minutes plus tard, Redouane Faïd, déjà connu pour s'être évadé de la prison de l'île Séquedin en 2013, s'engouffre à bord avant de disparaître. Pour l'opposition, cet épisode est révélateur des dysfonctionnements de l'administration pénitentiaire. On a en France des syndicats de personnel pénitentiaire très sérieux qui demandent depuis des années que cette cour d'honneur de la prison de Réau, qui est soi-disant l'une des plus sûres de France, soit couverte de filins pour empêcher les évasions. C'est raté. Et puis d'une manière générale, la situation de nos prisons est inacceptable. Dans le journal L'Opinion, des agents de l'établissement suspectaient une évasion. Il y a une dizaine de jours, ils ont même adressé une note à l'administration sur le sujet. Lors de l'opération, Redouane Faïd a été extrait du bâtiment des parloirs par 2 hommes armés de gaz lacrymogène et de fusils d'assaut. Non armés, les agents de la prison n'ont pas pu intervenir. Pour ce syndicaliste, c'est leur équipement qui doit être repensé. Je pense qu'en France, il y a une omerta sur la sécurité et l'équipement des agents. Il y a surtout beaucoup de fantasmes autour de notre métier qui laissent à penser que nous serions armés. Sauf qu'aujourd'hui, un surveillant pénitentiaire, c'est un sifflet, un Motorola, une paire de gants. Ça s'arrête là. Hier, la ministre de la Justice a avoué que le commando avait sans doute repéré les lieux par le biais de drones, quelques mois avant que l'hélicoptère ne survole à son tour la prison, lançant ainsi la deuxième cavale de Redouane Faïd. Et premier invité de notre multiplex, c'est le sénateur LR de la Meuse, Gérard Longuet. Il est à vos côtés, Saveria Rojek. Absolument. Bonjour Gérard Longuet. Bonjour. Merci beaucoup de répondre à nos questions. Évasion spectaculaire donc de Redouane Faïd. Hier, s'évader en 10 minutes d'une prison moderne, ultra sécurisée, ça pose beaucoup de questions. En tous les cas, c'est une performance. Et c'est une performance qui mérite une inspection extrêmement attentive du garde des Sceaux, des services de l'administration pénitentiaire, parce que manifestement, cela n'aurait pas dû avoir lieu, compte tenu de la personnalité de ce criminel qui est un dangereux récidiviste de l'évasion. Alors visiblement, une enquête a été diligentée par la garde des Sceaux. Est-ce qu'il y a eu des défaillances? Nicole Belloubet, elle reconnaît qu'il y a peut-être eu une défaillance au centre pénitentiaire de Réau. Bon, la garde des Sceaux a le devoir, de lancer cette instruction, et l'instruction doit pouvoir être connue rapidement dans un délai raisonnable. On parle d'un mois, ça me paraît être un maximum, pour savoir s'il y en a eu, si en effet il y a eu des éléments particuliers. J'en vois 2 de troublants. L'annonce des drones qui ont survolé la prison. Ce n'est pas tout à fait habituel qu'un drone survole une prison, et lorsque cela a lieu, cela doit alerter
l'administration pénitentiaire. Et d'autre part, le fait que le propre frère de l'évadé soit au parloir comme par hasard ce jour-là, à ce moment-là. Et l'absence de filins de sécurité pour protéger la prison. Pour protéger une partie de la prison, ce qu'on appelle la cour d'honneur. Bon, il y a une cour d'honneur dans une prison, je l'apprends. Je pense que c'est sans tous les cas quelque chose qui va être remis en cause. Mais tout ça, ce sont des défaillances? Cela va plus loin selon vous? Non, je pense simplement que l'administration pénitentiaire doit évoluer. Heureusement, ce cas est exceptionnel, mais des gens exceptionnels, il y en aura de temps en temps et il faut tout prévoir. Et une dernière question, Gérard Longuet, les gardiens n'étaient pas armés. Est-ce qu'il faut armer les gardiens? Je ne le pense pas parce que les armes peuvent se retourner contre eux et les gardiens ne souhaitent pas être armés à ma connaissance. Très bien, merci beaucoup. Merci Gérard Longuet d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci à vous, Saveria. Je vous le disais en titre, c'est le dernier jour pour l'examen de la loi alimentation au Sénat. Les sénateurs n'avaient pas prévu de siéger aujourd'hui, mais les débats se sont enlisés, d'où cette journée supplémentaire inscrite à l'ordre du jour. Alors pour en parler, on va retrouver Tam Tranui depuis la tribune de presse de l'hémicycle. Tam, où en est-on aujourd'hui dans la discussion? Il s'agit, je le disais aussi, de la question des pesticides. Et oui, c'est là l'un des temps forts du débat sur ce projet de loi agriculture et alimentation. On se rappelle que la question des pesticides avait donné lieu à des débats homériques à l'Assemblée nationale, notamment sur la question de l'interdiction dans 3 ans du glyphosate. Fallait-il ou ne fallait-il pas l'introduire dans la loi? Eh bien, au Sénat aussi, il y a des débats forts, enflammés sur ce sujet, mais plutôt parce que la majorité sénatoriale juge que la dangerosité des pesticides, des produits phytosanitaires reste encore à prouver. D'ailleurs, eh bien, en commission, les sénateurs ont supprimé l'article qui encadre fortement la vente des produits phytosanitaires, un article introduit par l'Assemblée nationale qui interdit les remises, les rabais, les ristournes, en partant du principe que ces produits phytosanitaires ne sont pas des produits comme les autres et qu'il faut donc avoir des pratiques qui vise à réduire leur usage. La suppression par le Sénat a mis en colère certains élus, notamment l'écologiste Joël Labbé, que l'on écoute. Cette mesure faisait partie d'une des rares avancées sur la question du nécessaire changement de pratique agricole. Sa suppression par le Sénat est un très mauvais signe. Et là encore, j'ose le dire, on sent l'influence des groupes de pression pour faire en sorte qu'on continue avec ce système. Je vous remercie. Une sortie de Joël Labbé, une mise en cause qui a suscité de vives réactions dans l'hémicycle. Tout d'abord avec la rapporteure UC du texte, Anne-Catherine Loisier, qui n'a pas apprécié que l'on mette en cause l'intégrité des sénateurs, pas plus que la présidente ALR de la Commission des affaires économiques, Sophie Primas, qui a répondu vertement à Joël Labbé dans l'hémicycle et qui, chose inhabituelle, l'a même tutoyé. Écoutez Sophie Primas. Pardon Joël, mais ce que tu dis est très accusatoire, même si derrière, tu reviens sur tes propos, c'est très accusatoire, c'est très blessant et ça ne donne pas l'image d'une assemblée comme la nôtre qui, tu le sais, est une assemblée qui travaille sur le fond et qui n'est pas dans l'accusation des lobbies. Il y a des lobbies qui existent, ces lobbies, nous n'y sommes pas sensibles et je voudrais qu'il en soit de même pour les lobbies des produits phytopharmaceutiques, comme pour les lobbies qui ensuite jettent en pâture les images des parlementaires sur les réseaux sociaux pour qu'ils soient accusés. Donc j'appelle vraiment au calme, j'appelle à la sérénité, car ce sont des vrais sujets, des sujets graves qui vont dans le sens de notre agriculture et de sa transformation. Et je voudrais vraiment qu'on ait la sagesse du Sénat. Je précise toutefois que certaines associations, nombreuses même, n'ont pas attendu ces débats pour juger, je cite, l'association de consommateurs Que Choisir, que le Sénat est un indéfectible soutien de l'industrie agrochimique et de l'agriculture productiviste. Également, pour remettre en contexte le débat de tout à l'heure, sachez que Joël Labbé avait déclaré entre-temps qu'il n'avait de mépris ni pour les sénateurs ni pour les agriculteurs et que c'est finalement dans un calme relatif que le Sénat, dans l'hémicycle, a confirmé cette suppression qui était arrivée en commission, suppression de l'interdiction des réductions sur les ventes de produits phytosanitaires. Merci beaucoup Tam et on vous retrouvera tout au long de cette édition. Et vendredi, les sénateurs ont adopté plusieurs dispositions. Elles concernent le bien-être animal. Retour sur cette séance avec Quentin Calmy.
Régulièrement, ces images chocs tournées dans les abattoirs français font la une de l'actualité et frappent les esprits. Mais afin de lutter contre la maltraitance animale, pas de grandes mesures dans ce projet de loi. Le gouvernement, appuyé par la majorité sénatoriale de droite et du centre, a préféré responsabiliser la filière élevage. Nous considérons qu'il faut qu'il puisse y avoir des avancées rapides et c'est pour ça que nous avons un comité de suivi des plans de filière pour déterminer où en sont les engagements des filières par rapport aux engagements sociétaux qu'ils ont pu prendre lorsqu'ils nous ont remis ces plans de filière. Avec ce projet de loi, le gouvernement entend favoriser la recherche d'alternatives à certaines pratiques ou encore la formation dans les lycées agricoles. Également, un responsable de la protection animale sera nommé dans chaque abattoir avec une protection équivalente à celle d'un lanceur d'alerte. Enfin, les associations de protection des animaux pourront être partie civile dans les procès. Des mesures anecdotiques selon ces associations qui dénoncent sur les réseaux sociaux les faibles avancées en la matière. Une déception perceptible aussi chez les sénateurs écologistes. Pourquoi on en est là? C'est parce qu'on est dans de l'abattage à tout point de vue, à savoir l'hyperconcentration de l'élevage, l'hyperconcentration de l'abattage, tout ça pour réduire les coûts en raison de la sacro-sainte compétitivité. Ainsi, la vidéosurveillance dans les abattoirs ne sera qu'expérimentée grâce à ce projet de loi, mais uniquement dans les entreprises volontaires, de quoi alimenter une forme de frustration chez certains parlementaires. Qu'il me soit permis de rappeler quand même que 80% de nos concitoyens nous demandent la vidéosurveillance. Et on est la représentation nationale. Donc on parlait de pragmatisme tout à l'heure, il faut quand même qu'on soit en phase avec ces aspirations. Donc je vous dis ça pourquoi je retire l'amendement, mais pour l'avenir. Donc rediscutons vraiment en profondeur de ces questions. Des aménagements, donc, dans ce dossier du bien-être animal, plus qu'une véritable révolution. Des débats qui n'en finissent pas, des séances à rallonge et un ordre du jour embouteillé jusque fin juillet. Le rythme est dense pour les sénateurs, alors que s'ouvre aujourd'hui la session extraordinaire. Pas le temps de souffler entre deux projets de loi. Exemple, ils n'auraient pas dû siéger vendredi et aujourd'hui, mais la discussion de la loi alimentation s'est enlisée. Fabien Recker. Ils ne travaillent pas encore le week-end comme leurs collègues députés, mais les sénateurs peinent à tenir le rythme. Le calendrier législatif impulsé par le gouvernement leur imposerait de bâcler le travail. On n'a pas le temps matériellement d'examiner de façon assidue et de façon importante les amendements qui nous sont proposés sur des lois qui sont des lois structurantes pour le pays. Donc passer 5 jours ou passer 10 jours pour l'examen d'un texte, c'est pas ça qui va révolutionner le calendrier d'application d'une loi. En revanche, ça peut améliorer sensiblement la qualité de la loi. Et on est là quand même pour faire la loi de façon propre. 3 jours et demi pour examiner les 581 amendements de la loi Asile et Immigration, même délai pour les 788 amendements de la loi sur l'alimentation. À l'approche de la loi Elan sur le logement, les sénateurs dénoncent un encombrement du calendrier parlementaire. Là, on arrive à un embouteillage de textes en procédure accélérée. On nous explique ensuite qu'il n'y a que 3 jours pour débattre de débats sur Asile et Immigration, la loi agriculture. Je veille aussi à la loi Elan qui va arriver et on nous dit au bout d'une journée, bon, je comprends que vous voulez les débats, mais finalement il faut raccourcir. Le recours systématique à la procédure accélérée, synonyme d'une seule lecture dans chaque chambre, permet certes d'augmenter la cadence des réformes, mais pour le sénateur de Paris, David Assouline, la mesure n'est pas seulement technique. C'est beaucoup plus politique le fait que tout soit en procédure accélérée et à la va-vite. Je pense que personnellement, que ce gouvernement a un peu de considération en général avec le Parlement. Et la réforme constitutionnelle, qui limiterait encore davantage le contrôle de l'ordre du jour par les parlementaires, ne devrait pas arranger les relations entre l'exécutif et les sénateurs. Et on ouvre le débat dans Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. J'ai le plaisir d'accueillir Samuel Le Goff. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste spécialiste des questions parlementaires pour le site Contexte. J'accueille également Bernard Jomier. Bonjour. Bonjour. Sénateur, vous êtes rattaché au groupe socialiste sénateur de Paris. Merci d'être avec nous. Et puis Claude Malhuret. Bonjour. Vous êtes le président du groupe Les Indépendants République et Territoire, sénateur de l'Allier. Première question pour vous, justement, Claude Malhuret. Comment on en est arrivé justement à cet embouteillage de l'ordre du jour? Est-ce que c'est simplement un problème d'organisation de l'exécutif, selon vous? Je pense qu'il y a des multiples raisons à cela. Sans doute un problème d'organisation. Et effectivement, peu de textes pendant la première partie de l'année, puis ensuite tous les textes qui arrivent. Est-ce que c'est voulu, est-ce que c'est pas voulu? Ça dépend de la position qu'on adopte par rapport au gouvernement. Je ne ferai pas
je ne ferai pas de jugement là-dessus, mais c'est dû aussi au fait que le nombre de lois se multiplie. Le recueil des actes parlementaires de l'Assemblée dans les années 80 était de 600 pages. Il est cette année à peu près de 3000 pages. Donc on multiplie. C'est normal aussi pour un président qui vient d'être élu d'avoir envie d'imprimer ses réformes et de faire travailler le Parlement. Oui. Notamment la première année, on a eu des chiffres qui sont sortis. C'était la même chose sous François Hollande et sous Nicolas Sarkozy. C'est la raison pour laquelle je dis bien que je n'impute pas la responsabilité, loin de là, totalement au gouvernement. Sans compter que les parlementaires ont eux-mêmes une responsabilité. La loi Egalim qu'on est actuellement dans l'hémicycle en train de discuter, 3000 amendements à l'Assemblée nationale. La loi Elan que nous allons discuter dans quelques jours, 3000 amendements également à l'Assemblée nationale. C'est François de Rugy lui-même qui a donné ça. Donc tout le monde a une part de responsabilité, mais je pense que tout le monde devrait discuter. Responsabilité partagée, Bernard Jomier, justement, dans ce sentiment que le Parlement est un petit peu essoufflé en cette fin d'année. Oui, enfin, moi je suis assez d'accord. Il y a une part qui est indépendante d'Emmanuel Macron, qui est que c'est un effet de la semi-présidentialisation du régime, avec le quinquennat, les législatives qui suivent la présidentielle, et un président qui il sait qu'il doit aller vite, et donc il veut faire passer toutes ces grandes lois en début de législature. Puis il y a un deuxième effet qui, lui, est lié à Emmanuel Macron, qui est qu'il a assez peu de respect pour les parlementaires, comme il a assez peu de respect pour les élus locaux, pour les territoires, pour les syndicats, pour les corps intermédiaires. Et donc, la confluence de ces deux facteurs fait qu'on a un calendrier législatif qui est tout à fait insupportable. Et on va mal faire la loi. Parce qu'il faut bien dire ça, c'est que quand on fait trop vite la loi, on fait mal. On va y venir sur les conséquences. On accueille Catherine Procaccia. Bonjour, vous êtes sénatrice LR du Val-de-Marne. Vous qui êtes élue depuis 2004, est-ce que vous avez ressenti justement cette accélération du calendrier législatif, tout particulièrement cette session ? Eh bien, non. Je suis désolée. J'ai le sentiment, et ce sentiment, j'ai voulu aller le vérifier avant d'arriver ici sur votre plateau, que c'est pas nouveau. J'ai regardé en 2008. En 2008, dans la même période, nous avons eu la loi sur le pouvoir d'achat, sur la création de Pôle emploi, les modifications du droit du travail, la révision constitutionnelle, celle de 2008 qui est aussi importante que celle que nous vivons, la loi sur la modernisation de l'économie, la réforme du temps de travail et la rénovation du droit social, les droits et les demandeurs d'emploi, la loi logement, le Grenelle de l'environnement et la loi... Non, pas du tout. Sur une année, nous avons eu tous ces textes qui me paraissent tout aussi importants que les textes que nous sommes en train de voter à l'heure actuelle. Je crois simplement que comme les députés se sont mis à crier en disant on est débordés, parce qu'ils étaient persuadés, ces nouveaux députés, que nous, on faisait rien au Parlement, et bien maintenant, la presse dit on travaille trop. Non, les premières années, alors il y en a eu un peu moins, mais il y en a eu quand même pas mal. Je vous épargne la liste sous la première année de Hollande, mais c'était à peu près la même chose. Ouais. Samuel Le Goff, alors est-ce que les parlementaires travaillent plus depuis l'élection d'Emmanuel Macron, selon vous ? Alors, je rejoindrai la sénatrice Procaccia, non. C'est-à-dire que la première année de mandat est toujours une année assez atypique et qui se charge à partir du mois de février-mars quand le gouvernement a ses textes prêts. Et il veut aller vite à ce moment-là parce qu'il sait qu'il faut aller jusqu'à l'été. Et puis après, en septembre suivant, est-ce que le climat social sera toujours le même ? Donc tant qu'il a la main, il y va. Bon là, cette année, il ne s'est pas privé puisqu'effectivement, il y a quand même eu une série de gros textes qui sont arrivés avec des sujets assez polémiques. Par exemple, la loi Egalim sur l'agriculture, toute la première partie sur les relations entre la distribution et l'agriculture, c'est assez technique. Et si vous rajoutez un volet derrière sur le bien-être animal, sur le bio dans les cantines, vous faites exploser le nombre d'amendements, vous faites exploser les débats parce que vous êtes sur des débats de société. Donc il y a aussi une question, comment est-ce que le texte est bâti ? La loi Elan, c'est un fourre-tout, où on trouve plein de sujets qui mériteraient à eux seuls un texte complet avec des vrais débats, mais il veut aller vite, donc on charge la barque. D'où cette impression, effectivement, d'accumulation. Claude Malhuret, ça pose des questions, malgré tout, d'organisation pour un groupe comme le vôtre, un petit groupe. Comment vous faites pour être présent dans l'hémicycle ? Puisqu'on a vu, ça posait souci sur la loi Asile et Immigration, notamment. Oui, Catherine Procaccia, tout à l'heure, remontait à un certain nombre d'années. Nous, le groupe existe que depuis quelques mois et par conséquent, je ne peux pas comparer avec une autre période. Mais franchement, je suis assez d'accord avec ça. J'ai l'impression que le psychodrame, c'est un petit psychodrame qui s'est passé à l'Assemblée,
où il a même fallu d'ailleurs que le président du groupe majoritaire demande à ses députés d'arrêter de déposer des amendements. C'est pas l'opposition qui dépose des amendements, c'est majoritairement la majorité. J'ai l'impression que ce psychodrame, il est vécu au Sénat quand même de façon plus calme. Bien entendu qu'un petit groupe doit assurer des permanences et par conséquent, l'avantage d'un petit groupe, c'est que tous les sénateurs sont très visibles puisqu'ils interviennent souvent. L'inconvénient, c'est qu'il faut qu'ils soient là tout le temps et ça pose plus de problèmes aux petits groupes. C'est compliqué, il faut être en commission, en séance, sur les auditions. Comment vous faites? Et pareil pour les collaborateurs qui préparent les amendements, les textes, etc. Mais enfin, j'ai vu personne faire de crise de nerfs, j'ai vu personne faire de burn-out jusqu'à présent. Ça va peut-être venir puisque ce qui s'est passé à l'Assemblée il y a un mois est en train d'arriver, les textes sont en train d'arriver au Sénat. Peut-être que dans 15 jours, on va découvrir que je me trompais et que le Sénat va faire la même chose. Mais j'ai l'impression, je crois que c'est notre collègue qui le disait il y a un instant, que à l'Assemblée, ils s'attendaient peut-être pas à ça. Et au Sénat, on a l'habitude de temps en temps qu'il y ait des coups de bourre, de temps en temps que ça aille plus lentement. Parce que le Sénat n'a pas encore siégé les week-ends, contrairement à l'Assemblée nationale. Cette expression de burn-out, ça pourrait venir, Bernard Jomier, selon vous? Notamment, il y a aussi cette question des collaborateurs parlementaires qui est abordée. Je ne sais pas si ça viendra, mais en tout cas, la question que ça pose, c'est pas la question de la fatigue, etc. On gère très bien, il n'y a pas de souci. C'est la question de la qualité de la loi. Et quand vous regardez que la loi alimentation, qu'on est en train de finir de discuter, il y a les revenus des agriculteurs dedans, mais il y a le développement durable, il y a le bien-être animal, ça a été dit, il y a l'exposition chimique dans l'alimentation. Il y a des questions importantes et la discuter en 3-4 jours, c'est pas satisfaisant. Je veux dire, il faut bien. On va trop vite, on fait trop de lois. La loi asile-immigration qu'on a étudiée juste avant, on en était à une vingtaine de lois en 30 ans sur la question. Donc on fait trop de lois trop vite. Et le problème, c'est vraiment pas un problème de fatigue, c'est un problème de qualité de la loi. Le Sénat, c'est une chambre de réflexion où on doit prendre le temps, on échange des arguments, on s'écoute. On n'est pas dans des postures politiciennes. On s'écoute pour faire une loi de bonne qualité. Et là, on prive le Sénat de ce qui fait sa qualité. Et je crains, moi, que ça retire de l'intérêt. Il faut quand même voir qu'un certain nombre d'amendements n'ont quasiment pas été étudiés en commission, en 10 secondes chacun, parce qu'il n'y avait pas de temps. Donc ça, on ne peut pas s'en satisfaire. Alors, je vous propose d'écouter Benjamin Griveaux, c'est le porte-parole du gouvernement qui répondait, c'était à l'issue du Conseil des ministres le 6 juin dernier, à ces critiques justement sur la fatigue des parlementaires. Écoutez. C'est une très bonne nouvelle que les députés travaillent beaucoup. Ça veut dire qu'ils sont pleinement à leur tâche de transformation du pays. Et les Français, je crois, sont sensibles au fait qu'au regard de l'urgence sociale, économique, politique, qu'a connu le pays depuis 20 ou 30 ans, et face à une forme d'immobilisme, eh bien nos députés soient présents, travaillent les week-ends, on leur demande beaucoup, on en est parfaitement conscient. Et donc nos parlementaires, je veux leur tirer d'abord mon chapeau parce qu'ils ont passé les 2 derniers week-ends à travailler sur des projets de loi importants, alimentation et sur le projet de loi Élan. Et c'est important qu'ils soient pleinement à leur tâche, au service des Français. Je crois que c'est comme cela qu'ils conçoivent leur action et la mission qu'ils ont, et le mandat notamment qu'ils ont reçu du peuple français au mois de juin dernier. Catherine Procaccia, Benjamin Griveaux nous dit que c'est une très bonne nouvelle que les députés travaillent beaucoup. Est-ce que Bernard Jomier parlait d'un mépris tout à l'heure des parlementaires? Non, mais que les parlementaires travaillent, c'est tout à fait normal. Je veux dire, personne ne nous a demandé à être parlementaire. Si on est trop fatigué, on peut démissionner. Quand vous êtes salarié et que vous êtes trop fatigué, eh bien, c'est votre famille qu'il faut vivre. Alors donc, je n'ai jamais toléré en 13 ans de mandat qu'on se plaigne. Alors, on travaille beaucoup par période. Il y en a d'autres où on travaille moins. Donc ça, c'est un faux problème. Moi, le vrai souci, c'est que les textes arrivent tous en procédure accélérée. En une seule lecture, je rejoins mon collègue Bernard Jomier en disant il faut qu'on fasse des lois de bonne qualité. Or, en une seule lecture et avec, si on ne sait jamais, les procédures que veut mettre en place le gouvernement sur les CMP, là, les lois vont être de plus en plus de mauvaise qualité, donc elles seront de plus en plus transférées au Conseil constitutionnel, annulées, on reviendra dessus. La qualité de la loi est aussi importante que le nombre de lois. Oui. Samuel Le Goff, sans tomber effectivement dans le misérabilisme, il y a quand même un problème d'organisation des débats. Alors à l'Assemblée nationale, très clairement, oui. Puisque les textes sont arrivés dans un ordre que le gouvernement n'a peut-être pas calculé. On s'est retrouvé avec 2 textes qui concernaient la commission des affaires économiques,
qui s'est retrouvé avec un embouteillage. Donc la même commission est sollicitée pour 2 textes très lourds, avec le gouvernement qui ne programme qu'une seule semaine pour chaque texte, alors que tout le monde sait parfaitement que ce genre de texte, il faut 2 semaines. Donc résultat, on rajoute du temps. Et au final, les députés se sont quand même retrouvés à siéger 18 séances de nuit consécutives. Et là, les organismes souffrent. Mais ça, c'est un problème d'organisation des débats, d'imprévoyance du gouvernement, à la fois dans la programmation et dans le calcul du temps nécessaire. Donc, en plus, les députés déposent des amendements, j'irais beaucoup plus que les sénateurs. Là-dessus, les sénateurs sont plus raisonnables. Et surtout, vous, les sénateurs, ont pu voir arriver les textes. Et donc, commencer à travailler un peu en amont, en petits groupes, ce qui permet déjà d'être plus ou moins prêt, même si effectivement, quand le texte arrive, on veut pouvoir débattre aussi, parce que c'est le rôle d'un Parlement. Mais je dirais, le Sénat a les moyens d'encaisser un peu plus le choc que les députés qui étaient vraiment en première ligne et qui ont vraiment souffert physiquement. Vous êtes d'accord, Claude Malhuret, avec cette analyse ? Oui, et puis il y a un deuxième sujet qu'on n'a pas abordé jusque-là. On disait tout à l'heure qu'il y avait trop de lois. Et là, je crois que c'est un avis partagé. Je ne connais personne qui, en France, ne dise pas qu'il y a trop de lois. C'est un premier problème qu'on a par rapport aux pays voisins. Deuxièmement, le fait qu'il y ait trop de lois, donc qu'on en discute trop, fait oublier la deuxième fonction, qui, à mon avis, est la fonction essentielle du Parlement, qui est la fonction de contrôle du gouvernement. Or, le fait qu'il y ait trop de lois en France, non seulement aboutit à une surproduction normative, surproduction législative, on est les champions d'Europe de la même façon qu'on est les champions d'Europe de la consommation des antidépresseurs, je crois qu'on est célèbre pour ces 2 choses, mais non seulement, donc trop de lois, c'est devenu, ça mène à l'insécurité juridique, mais en même temps, ça coupe le temps dont le Parlement dispose pour contrôler le gouvernement, les débats, les sessions de contrôle. Et par conséquent, aujourd'hui, ce n'est pas seulement le problème de la fabrication de la loi, c'est aussi le problème, à mon avis, en tout cas, je suis certain de ça, petit à petit, d'un affaiblissement du Parlement depuis des années et des années. Et justement, ça ne nous a pas échappé, Claude Malhuret, on est en plein contexte de révision constitutionnelle, de réforme des institutions, et pour certains de vos collègues, eh bien, cet embouteillage législatif est prémédité. Écoutez à cet égard Fabien Guy. Nous ne sommes pas tout à fait satisfaits des conditions dans lesquelles nous faisons cette loi et dans le temps que nous avons pour l'examiner. Nous avons terminé il y a quelques heures l'examen de ces amendements en commission. Nous avons examiné ces amendements extérieurs de la commission au rythme de 230 amendements à l'heure, ce qui évidemment ne laisse pas beaucoup de place à la discussion et qui donnera donc l'objet de discussion ici dans l'hémicycle. Donc je vous serais gré de dire au gouvernement et à votre collègue des relations avec le Parlement que le Parlement n'est pas long à légiférer, mais il aimerait mieux légiférer. Je pense qu'il y a une stratégie derrière. Et je le corrèle au débat sur les institutions et la Constitution que nous avons actuellement. Et sur la manière de légiférer. Quand on veut tuer le chien, on dit qu'il a la rage. Et là, la manière dont on est en train de fonctionner, c'est pour prouver que ça ne fonctionne pas et donc nous imposer une autre façon et une autre constitution à la sauce gouvernementale. Ça, ce n'est pas possible. Il faut respecter les institutions, il faut respecter le Sénat et l'Assemblée nationale. Bernard Jomier, c'est vrai qu'il y a cette tentation de l'exécutif, notamment de limiter le nombre d'amendements. Alors ça pourrait donner justement des arguments au gouvernement, cet embouteillage et cette lenteur, cette longueur dans les débats. En tout état de cause, dans la discussion sur le fait de savoir s'il faut avoir toujours 2 chambres, si le bicamérisme est toujours d'actualité, la légitimité du Sénat, elle tient bien à sa façon particulière de travailler, que j'ai énoncée, qui est de s'écouter, d'échanger des arguments et de ne pas avoir des polémiques politiciennes. Et là, avec le facteur temps qu'impose le gouvernement qui est extrêmement rude, cette capacité-là, elle est altérée. Et c'est difficile de ne pas y voir un acte volontaire, moi que je regrette, de la part du gouvernement qui laisse à penser que, vous voyez, le Sénat est un peu inutile dans la production de la loi. Stratégie délibérée de la part du gouvernement, selon vous, Catherine Procaccia ? J'hésite entre stratégie délibérée et amateurisme. Puisque on voit, ben oui, c'est pas mieux, c'est peut-être même pire, puisqu'on voit effectivement dans l'encombrement, en particulier de la session extraordinaire, avec des textes qui auraient pu arriver auparavant. Et quand je regarde 2008 ou quand je regarde 2012, donc 2 présidents différents, 2 premiers ministres différents, par exemple, les lois logement ne sont pas arrivées
en session extraordinaire. Elles sont arrivées dans des périodes de débats normaux et au cours de la première année. J'hésite. Je ne me prononce pas. Samuel Le Goff, c'est de l'amateurisme de la part du gouvernement ou est-ce qu'il y a aussi peut-être un peu de stratégie délibérée pour mieux faire passer cette révision constitutionnelle? Alors je dirais ni amateurisme ni stratégie délibérée, on est tout simplement dans la traduction de ce qu'est la Ve République où l'exécutif mène la danse et l'intendance suit ou tente de suivre. Et en gros, c'est le Parlement votera au son du canon s'il le faut. Et à la limite, le gouvernement, ce qui l'intéresse, c'est de faire passer un maximum de réformes pour pouvoir communiquer dessus, faire passer des lois. Ensuite, effectivement, la qualité, ça se règle après. Et c'est vrai qu'il y a quand même aussi, il faut reconnaître les fonctionnaires parlementaires à l'Assemblée et au Sénat qui sont là pour rattraper un certain nombre de choses et faire en sorte que finalement le texte qui juridiquement sort des assemblées tienne à peu près la route. Ensuite, pour ce qui est de la qualité du débat politique, parfois, effectivement, ça peut laisser des frustrations. Mais ça, à la limite, le gouvernement, moins il y a de débat politique au Parlement et mieux il se porte. Mais ça, je dirais, c'est une constante de tous les gouvernements de la Ve République parce que c'est l'équilibre des pouvoirs qui est comme ça. Claude Malhuret, vous évoquiez justement le problème de ne pas avoir assez de temps pour faire la fonction de contrôle de l'exécutif qui est aussi la fonction du Sénat. Est-ce que vous avez aussi le sentiment d'être un peu floué dans votre rôle de parlementaire sur le terrain auprès de vos administrés? Très franchement, les week-ends où au Sénat on a travaillé, et encore pas le week-end, pas le samedi et le dimanche, mais le vendredi et le lundi. Et le samedi parfois. Le samedi parfois, mais depuis le début de la session. Combien de fois? 2-3 fois. Enfin, je ne pense pas que ça remette en cause. Simplement, quand j'écoute dire stratégie délibérée ou pas, que ce soit une stratégie délibérée ou pas, il est certain qu'elle entraîne aujourd'hui une réflexion de tous sur les amendements, sur le droit d'amendement, et notamment, que ce soit délibéré ou pas, ça va être un argument pour dire il faut modifier dans la révision constitutionnelle le droit d'amendement, ou la façon dont on discute les amendements. Paradoxalement, parce que tout le monde est contre, moi je suis plutôt pour, mais je ne suis pas pour que ce soit dans la révision constitutionnelle, parce que ça doit faire partie du règlement des deux assemblées, c'est ce que vous dites. Voilà, on le voit bien. Le premier procès qui est fait, c'est de dire vous faites ça pour justifier. C'est pas au gouvernement, c'est pas à l'exécutif de proposer des solutions. Le Parlement est allergique à ça. Et par conséquent, si on veut mettre ça dans la révision constitutionnelle, en tout cas de façon très précise et tout, on va avoir une réaction, on l'a déjà, des députés et des sénateurs. Moi, je pense bien sûr qu'il y a un problème je vous le disais tout à l'heure, 2000 amendements pour Egalim, 3000 à l'Assemblée, 3000 amendements pour la loi Elan, c'est pas possible. Donc il faut réguler ça. Mais les seuls qui puissent le faire, et moi je souhaiterais qu'on le fasse, c'est évidemment les assemblées. C'est pas, pour moi, c'est pas un texte de constitution et c'est pas l'initiative du gouvernement qui sera toujours soupçonné de. Et on a déjà montré l'exemple. Par exemple, ici au Sénat, ce que ne fait pas encore l'Assemblée, on a commencé à mettre en place le vote en commission sur certains textes pour ne pas aller dans donc un Sénat précurseur. Voilà, de ce point de vue-là, je crois que le Sénat est précurseur, mais c'est à nous de le faire. C'est pas au gouvernement qui sera toujours soupçonné d'avoir des arrière-pensées. Eh bien, merci à vous, Claude Malhuret, merci Bernard Jomier, merci Catherine Procaccia, merci Samuel Le Goff d'être venu débattre sur ce plateau. On va d'ailleurs rester sur cette question de cet embouteillage législatif avec vous, Saveria Rojek, puisque vous êtes avec le sénateur RDSE de la Drôme, Didier Guillaume. Absolument. Bonjour Didier Guillaume. Bonjour. Merci de répondre à nos questions. Ce rythme de travail important, dense, ininterrompu, imposé aux parlementaires depuis quelques mois, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que c'est trop? Non, je ne pense pas. À partir du moment où le gouvernement met des textes de loi au débat, ce n'est pas trop, c'est le choix du gouvernement. Ce que je pense par contre, c'est que l'organisation des débats pourrait être améliorée sans aucun doute, parce qu'on a eu beaucoup de moments où on siégeait peu, où le Sénat ne siégeait même pas le jeudi après-midi. Mais autrement, non, moi je ne trouve pas que le rythme est trop dense. À partir du moment où on est parlementaire, il faut légiférer. Ce n'est pas un problème de densité du rythme, c'est l'organisation des débats. Mais justement, en tant qu'ancien président de groupe, président du groupe socialiste ici au Sénat, est-ce que vous avez le sentiment que le calendrier était organisé avant plus en amont
cohésion, justement, entre les groupes parlementaires, le gouvernement, le ministre des Relations avec le Parlement, que ça fonctionnait mieux? Vous savez, moi j'ai siégé plusieurs années à la conférence des présidents, j'ai toujours entendu la même chose. Toujours entendu les présidents de groupe, quels qu'ils soient, dire il faut mieux préempter les choses, il vaut mieux les préparer à l'avance, etc. Donc c'est pas nouveau. C'est vrai que là, il y a un rythme très soutenu imposé par le gouvernement. Mais enfin, on n'est pas comme à l'Assemblée, on n'a pas siégé jour et nuit, des week-ends complets. Moi j'étais là jusque tard vendredi soir, puisqu'on a arrêté à minuit et demi. Nous reprenons cet après-midi. Bon voilà. Enfin, moi la seule chose qu'il faudrait faire, c'est arriver à mieux préempter ces textes de loi et mieux les organiser dans le temps. C'est tout. Autrement, je ne pense pas qu'on puisse dire que les parlementaires siègent trop. Donc mieux lisser l'organisation du travail parlementaire. C'est exactement ça. Un autre sujet, on arrive, vous venez de le dire, au terme de l'examen de cette loi alimentation. On vous a beaucoup entendu, vous avez déposé plusieurs amendements, vous les avez défendus. Quel regard vous portez sur cette réforme ? Il était indispensable, à nouveau, après la loi Le Maire, après la loi Le Foll, que Stéphane Travert essaye d'impulser le fait que les agriculteurs doivent avoir des revenus. Les agriculteurs se tuent à la tâche, se tuent au travail et n'ont pas des gros revenus. L'objectif de cette loi, c'est d'essayer d'inverser la construction du prix, je ne veux pas être trop technique, pour leur permettre d'avoir de meilleurs revenus. Et moi, je soutiens à fond cette partie-là. Sur la première partie. Et sur la deuxième partie, c'est tous les enjeux sociétaux, le bien-être animal, le glyphosate, enfin tous les sujets que l'on connaît. Et un mot justement sur les amendements qui viennent d'être votés à l'instant sur les pesticides. Vous me l'expliquiez à l'instant, les amendements de droite, la version de la droite sénatoriale a été retoquée. Oui, puisque tous les autres groupes, à part le groupe Les Républicains, ont voté un amendement pour garder l'interdiction pour les collectivités publiques dans les parcs et jardins de traiter avec des produits phytosanitaires. Ça aurait été un recul et je pense que le Sénat a bien fait d'agir comme cela. Très bien, merci beaucoup. Merci Didier Guillaume pour cette réaction. Merci. Merci à vous, Salérien, pour cette réaction en direct. Et on continue sur ce texte alimentation avec vous, Tam Tranui, toujours depuis la tribune de presse de l'hémicycle. Tam, les discussions portent toujours sur la question de l'utilisation de ces produits phytosanitaires. Et oui, effectivement, sur les produits phytosanitaires, eh bien, je le disais tout à l'heure, premièrement, le Sénat a maintenu la suppression de l'interdiction des remises sur les produits phytosanitaires, a refusé d'encadrer en quelque sorte la vente des produits phytosanitaires. Ensuite, eh bien, tout à l'heure, le Sénat, toujours à l'initiative de la droite, a refusé de durcir la réglementation sur les biocides. Certains biocides, ce sont les désinfectants ménagers, les produits de protection du bois, les insecticides, souvent perçus comme moins forts que les produits phytosanitaires. Donc ça va plutôt du côté du détricotage de la loi. Et en revanche, eh bien, Didier Guillaume y faisait allusion à l'instant, eh bien, le Sénat a renoncé à revenir sur cette interdiction depuis 2017 pour les collectivités d'utiliser des produits phytosanitaires de synthèse dans les espaces verts, les forêts, les voiries, les promenades qui sont accessibles au public. Et puis plus globalement, tout à l'heure, on a eu une véritable bataille de chiffres sur l'utilisation des produits phytosanitaires par les agriculteurs. Pour le coup, à droite, eh bien, on juge qu'ils en utilisent de moins en moins. Écoutez le sénateur René-Paul Savary. Il y a de moins en moins de produits phytosanitaires, moins 40% en 20 ans, mais un coût toujours supérieur, plus de 40% du coût en 20 ans. Parce qu'il y a eu des taxes, il y a eu des coûts qui ont été particulièrement élevés sur l'ensemble des produits, qui sont devenus particulièrement rares et en conséquence, ils ont un coût élevé. La démonstration, chiffres à l'appui, paraît convaincante. Et bien pourtant, quelques minutes plus tard, le communiste Fabien Gay a lui donné des statistiques à peu près contraires. Écoutez. Les derniers chiffres que j'ai trouvés sont de 2015. C'était monsieur Stéphane Le Foll qui les avait donnés. En 2015, effectivement, les produits phytosanitaires avaient baissé de 2,7%. Sans qu'on sache, y compris le ministère le disait à l'époque, si c'était des agriculteurs qui allaient vers le bio ou si c'était une météo plus favorable. Par contre, avant cela, depuis 2009, l'utilisation des produits phytosanitaires n'avait cessé d'augmenter. Voilà, les chiffres, on leur fait donc dire ce que l'on veut et les querelles de chiffres, il y en a eu tout à l'heure dans l'hémicycle. Reste qu'il y a un élément sur lequel tout le monde est d'accord cet après-midi. Personne ne veut accuser les agriculteurs, les principaux utilisateurs de produits phytosanitaires, d'utiliser des produits nocifs de façon inconsidérée. Reste qu'à droite et à gauche, eh bien, on n'a pas du tout la même vision de ces pesticides. Certains les jugent comme très nocifs, tandis que d'autres pensent que ça reste à prouver.
Merci à vous, Tam, pour ces précisions. Il y avait hier une sénatoriale partielle dans l'Orne. C'est Vincent Ségouin qui a été élu sénateur après l'annulation de l'élection de son prédécesseur Sébastien Leroux. Il l'a emporté avec 42,98% des suffrages contre 28,10% à l'ancien ministre, actuel vice-président du conseil départemental de l'Orne, Alain Lambert. Gilles Simeoni, reçu à Matignon en ce moment même. Le président du conseil exécutif de Corse rencontre le Premier ministre pour la clôture d'un premier cycle de réunions sur l'avenir de l'île. Ce dernier redoutait une impasse avant son rendez-vous. On l'écoute tout de suite. Est-ce que oui ou non, le Premier ministre et à travers lui le gouvernement, le président de la République et l'État sont prêts à prendre en compte la dimension fondamentalement politique de la question corse? Le deuxième niveau, c'est un niveau constitutionnel, avec le projet d'article tel que présenté par le gouvernement qui, à notre sens, ne correspond absolument pas à ce qu'il faut faire. Et donc, y a-t-il encore une place pour faire évoluer cet article? Le troisième niveau, ce sont les questions structurantes et stratégiques du développement économique, social, culturel de la Corse. Est-ce que de ce côté-là, le gouvernement est prêt à prendre des engagements donc autour de ces trois questions, en y incluant la question des prisonniers politiques? Y a-t-il la place pour une évolution de l'attitude de l'État? Nous avons, depuis le début, été disposés au dialogue, y compris lorsque nous avons été l'objet d'attitudes de refus de dialogue, quelquefois même méprisantes. Je continue à être dans cet état d'esprit, mais encore, pour qu'il y ait un dialogue, encore faut-il être deux. Pour l'instant, nous avons été seuls. Alors que l'entrée en vigueur du prélèvement à la source se précise, les entreprises et les ménages s'inquiètent de la mise en place de ce dispositif. D'un côté, le gouvernement se veut rassurant. De l'autre, le Sénat propose un choc de simplification pour préserver le pouvoir d'achat des contribuables et lever la charge que risque de faire peser son application sur les entreprises. Stéphane Amalian. À défaut de pouvoir supprimer le prélèvement à la source, Albéric de Montgolfier souhaite le modifier. Le sénateur Les Républicains reproche d'abord à la réforme de ne pas prendre en compte les réductions et crédits d'impôt. Si vous êtes employeur de personnel à domicile, si vous avez une nounou par exemple, vous avez des réductions d'impôts qui sont attachées à cet emploi et dans le cas qui est prévu aujourd'hui, vous faites l'avance de ces sommes. Ce qu'on propose, c'est que l'administration fiscale en tienne compte et vous diminue d'autant le montant du prélèvement. Avec sa proposition, plus besoin donc d'attendre que Bercy rembourse le trop perçu. Le mode de prélèvement crée également des problèmes selon le sénateur. Dès le 1er janvier prochain, les entreprises seront chargées de collecter l'impôt pour leurs salariés. Des difficultés supplémentaires pour les entreprises qui auront aussi accès à certaines données fiscales de leurs employés. Dans le système que je propose, l'entreprise finalement, il n'y a plus besoin de la mettre dans la boucle. Puisque d'ores et déjà, il y a un système qui s'appelle les TSN, c'est-à-dire que c'est automatiquement rempli. Chaque mois, l'entreprise envoie avec les cotisations sociales le montant des salaires et l'administration fiscale doit les traiter pour ensuite effectuer le prélèvement. L'entreprise n'est plus du tout dans la boucle sur le plan des prélèvements fiscaux. Les sénateurs de La République En Marche voient dans ces propositions une volonté de freiner la réforme menée par le gouvernement. C'est un petit plaisir que se fait la droite au Sénat, mais il faut dire qu'elle est dans son rang, elle est dans son habitude. Je pense que le système marche dans beaucoup de pays autour de chez nous. Je vous dis, ça peut susciter des interrogations, surtout chez les personnes plus âgées à côté. Mais pour le reste, c'est un dispositif qui permettra de faciliter le prélèvement de l'impôt, qui permettra d'être plus juste, d'être en temps réel par rapport à ce qu'il est aujourd'hui. Selon une étude de la délégation aux entreprises du Sénat, le passage au prélèvement de l'impôt à la source devrait tout de même coûter 1 milliard d'euros. Et Albéric de Montgolfier, rapporteur général du budget au Sénat, est notre invité. Le face-à-face, c'est tout de suite. Bonjour Albéric de Montgolfier, merci d'être avec nous. Prélèvement à la source, pas de cataclysme pour les employeurs. Ça, c'est ce que nous dit Gérald Darmanin, le ministre en charge des comptes et de l'action publique. Vous ne partagez pas cet optimisme, pourquoi? Peut-être pas de cataclysme, mais en tous les cas un coût qui a été chiffré, vous l'avez rappelé dans le reportage, par la Commission et notamment la délégation aux entreprises à plus d'1 milliard d'euros et qui va changer fondamentalement la relation entre le contribuable et l'administration. Aujourd'hui, c'est une relation duale. Vous avez d'un côté le contribuable qui paye l'administration fiscale, qui s'explique avec elle en cas de désaccord. On introduit un tiers, qui est l'entreprise, avec des discussions sur la confidentialité, des discussions sur le pouvoir d'achat, des discussions en cas de contentieux. Donc ça change quand même fondamentalement la relation et c'est un coût pour les entreprises. Ça risque de dégrader les relations sociales au sein de l'entreprise, c'est ce que vous dites.
Tout simplement parce que si vous avez deux personnes qui gagnent le même salaire net, au final, le bulletin de paie ne portera pas le même montant à payer puisque le taux de prélèvement sera évidemment différent selon les individus. Donc évidemment, que feront les personnes? Elles se tourneront vers l'employeur pour demander pour les raisons. Et ça peut introduire des tensions sociales dans les entreprises. Aujourd'hui, on a une administration fiscale qui fonctionne, un système d'imposition qui est assez efficace. Et quand vous payez vos impôts, que ce soit par mensualisation ou par tiers provisionnel, il n'y a pas aujourd'hui de difficulté majeure. Ce qu'on propose, c'est tout simplement que l'administration continue à être le collecteur de l'impôt. On sait que Bercy est sous pression, il faut réussir cette réforme. Il risque d'y avoir à la fois des contentieux pour les employeurs, mais aussi pour les particuliers employeurs. Là aussi, vous tirez la sonnette d'alarme? Pour un particulier employeur, ceux qui emploient aujourd'hui notamment le CESU, c'est assez simple, puisque chaque mois, on déclare le montant des heures payées, ainsi que le nombre d'heures, et ça donne lieu à des prélèvements qui sont automatiquement calculés par le CESU. La crainte, c'est qu'au 1er janvier prochain, ça ne soit pas prêt et que le particulier employeur, qui n'est pas un professionnel, qui n'a pas un expert comptable, soit obligé de calculer le taux du prélèvement. Avec le système que l'on propose, eh bien, directement, le CESU ou l'administration fiscale pourrait prélever sur le compte du salarié, sur le compte du salarié, l'imposition. Donc c'est un système qui est beaucoup plus simple et qui ne met pas les particuliers employeurs, qui sont nombreux, qui sont des millions en France. Même chose pour la page emploi, c'est ce que vous dites aussi. Pareil pour la page emploi, pareil pour le CESU, pareil pour les personnes âgées dépendantes, tous ces millions de contribuables qui sont aussi des employeurs, notamment avec des aides à domicile qui sont nécessaires. Ouais. Est-ce que Gérald Darmanin est sensible à ce choc de simplification que propose le Sénat? Je ne sais pas, mais en tous les cas, il devrait lire la presse, parce que tous les jours, quasiment tous les jours, il y a un article, 2 articles qui montent en avant un certain nombre de difficultés techniques et qui montrent que finalement, on n'est pas prêt ou on aurait pu trouver une autre solution. Alors ce qu'on propose, c'est de conserver aujourd'hui... Il est trop tard pour faire marche arrière. Non, il est sans doute trop tard pour supprimer le taux de prélèvement. En revanche, il n'est jamais trop tard pour simplement changer celui qui va prélever. Et ce que l'on propose, c'est que ce ne soit plus l'entreprise, mais l'administration fiscale qui prélève chaque mois. Ça simplifiera largement le système. Et puis on propose par ailleurs que les crédits d'impôt, de ce dont je parlais à l'instant, soient intégrés dans le taux. Je pense que le système qu'on retient est assez complexe aujourd'hui, puisqu'on va vous prélever sur votre bulletin de paie, mais en même temps, on va vous redonner un chèque du montant des crédits d'impôt. Plutôt que de vous enlever, par exemple, 200 € et de vous en restituer 100, je propose que tout simplement, on fasse le solde et on vous en prélève que 100. Ça, c'est possible si c'est la même administration qui fait à la fois le prélèvement et la restitution, c'est-à-dire l'administration fiscale. C'est une réforme à haut risque. Est-ce que le gouvernement a déjà perdu cette bataille du pouvoir d'achat, selon vous? Mais la crainte, c'est qu'il la perde définitivement, parce qu'au mois de janvier, le net qui apparaîtra au des bulletins de paie ne sera pas le même. Et sans doute, il y aura un effet prélèvement à la source qui, à mon sens, n'est pas négligeable. Alors, on va parler également du projet de loi de lutte contre la fraude fiscale qui arrive demain en examen en séance au Sénat. Le texte étant la possibilité de rendre public le nom des grands fraudeurs. Et puis, autre disposition, il ne remet pas du tout en question le monopole de Bercy, ce qu'on appelle le verrou de Bercy. Qu'a fait la commission du Sénat sur ces La commission sur le verrou de Bercy, la commission a supprimé le verrou de Bercy. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le verrou de Bercy, c'est quoi? C'est le fait que l'administration fiscale a le monopole de la plainte pour fraude fiscale. Ce qu'on propose, c'est que la loi, c'est un amendement de la commission des finances. C'est pas la première fois que le Sénat propose. Tout à fait, mais là on propose, on a beaucoup travaillé sur cette question, j'ai auditionné, je suis allé sur place contrôler et voir les services qui sont en charge de la lutte contre la fraude, qui font un très bon travail. Ce qu'on propose, c'est tout simplement que les critères sur lesquels l'administration doit obligatoirement porter plainte, ces critères soient fixés par la loi. Et évidemment, c'est ce que dit le Conseil constitutionnel, il faut que ce soit réservé aux cas de fraude les plus graves. Les cas de fraude les plus graves, c'est quoi? C'est un montant important de droits, c'est éventuellement des récidives ou des fautes fiscales aggravées. Dans ces cas-là, si on est dans ces cas-là, l'administration fiscale est tenue de porter plainte et elle ne pourra pas faire comme aujourd'hui un tri entre dire tel dossier je le prends, tel dossier je le garde, tel dossier je l'envoie concrètement au procureur de la République. Là aussi il y a des réticences de la part de l'exécutif. Comment vous les expliquez? Eh bien parce qu'il y a sans doute des habitudes et aujourd'hui ce qui est certain c'est que les esprits sont mûrs pour supprimer le verrou. Alors supprimer le verrou ça ne veut pas dire envoyer la totalité des dossiers de fraude ou de petites fraudes fiscales au parquet, tout simplement parce qu'ils ne sont pas armés pour ça et le Conseil constitutionnel a d'ailleurs dit que les dossiers de fraude devaient être réservés aux fraudes les plus graves.
Pour les autres fraudes, il y a de toute façon des poursuites, il y a de recouvrement, il y a également des pénalités, 40%, 80%, 100%. Donc il y a une échelle de sanctions aujourd'hui qui fait que l'impôt est payé avec des pénalités. La question, c'est de savoir si on doit éventuellement assortir ça de peines d'amende. C'est plutôt de la bienveillance vis-à-vis des contribuables. Non, on sait que le gouvernement a mis en place droit à l'erreur pour nos concitoyens. C'est pas ça, c'est simplement du réalisme. Quand aujourd'hui vous avez des parquets qui sont très sollicités, il y a la lutte contre le terrorisme, il y a les violences aux personnes, il y a les violences, etc. Il y a les cas d'abus, etc. Il est important de se concentrer sur l'essentiel et très souvent la voie fiscale est plus efficace parce qu'elle fait rentrer les impôts avec les pénalités que l'éventualité d'une peine d'emprisonnement qui n'intervient quasiment jamais ou d'une amende qui peut mettre des années à être prononcée. Donc réservons les cas de poursuite pénale aux cas de fraude fiscale les plus graves et à mon sens c'est à la loi de fixer. Ça peut être efficace pour lutter justement pour s'attaquer aux grands fraudeurs et notamment la publication des noms. Je revenais à cette la publication des noms qui est réservée aux personnes morales. Le problème c'est que ce projet de loi il lui manque quand même quelques aspects, notamment sur la fraude à la TVA. Aujourd'hui, sur Internet, les contribuables, les consommateurs achètent des biens et des services tous les jours, y compris sur des grandes plateformes, sans être au courant que la TVA est très souvent fraudée. Et là-dessus, c'est malheureusement une fraude massive dont les enjeux dépassent très largement ceux de beaucoup d'autres fraudes. Et donc on aura des dispositions là-dessus pour éviter notamment que la TVA soit en fait empochée par le marchand et le consommateur a l'impression de la payer et en fait l'État est fraudé. Donc, je pense que ça fait partie des aspects sur lesquels nous avons des amendements et il faut améliorer le texte. Les grandes plateformes type Airbnb sont également ciblées par ce texte. Les grandes plateformes, il n'y a pas seulement Airbnb, il y a aussi des grandes plateformes dont on connaît tous les noms qui vendent des produits. Et encore une fois, si vous achetez chez votre commerçant du coin ou sur une plateforme qui a ses entrepôts en France, la TVA est payée. Si vous achetez chez un commerçant étranger qui est peut-être hébergé par une de ces grandes plateformes, très souvent la TVA sera fraudée. Et ça, c'est pas admissible. C'est aussi la concurrence déloyale entre ceux qui payent la TVA et ceux qui ne la payent pas. Oui, il y a eu déjà plusieurs projets de loi sur la lutte contre la fraude fiscale. Est-ce que celui-ci va permettre une avancée, des avancées selon vous ? Ce sera une avancée, mais vous savez, la fraude est évolutive et elle est de plus en plus internationale. Vous avez des grands noms de l'Internet dont on sait aujourd'hui qui sont à la limite de l'érosion et de l'évitement à l'impôt. Ça fait partie des sujets qui sont très compliqués et qui malheureusement ne peuvent pas être traités dans le seul cas français, parce qu'on est dans des écosystèmes de conventions fiscales. Donc il y a aussi un travail qui est fait au niveau de l'OCDE, il y a aussi un travail qui est fait au niveau de la Commission européenne. Notamment sur la liste des paradis fiscaux. Sur la liste des paradis fiscaux, par exemple, sur la liste des ce qu'on appelle les GAFA, les grandes entreprises du net, où c'est très difficile de prouver si elles ont un établissement stable en France. Donc tout ça, aujourd'hui, ce sont des sujets qui dépassent le seul cadre du droit fiscal français. Eh bien, merci beaucoup Albéric de Montgolfier d'être venu sur ce plateau. Après l'abandon de son plan banlieue, Jean-Louis Borloo n'hésite pas à tirer à boulet rouge sur la politique d'Emmanuel Macron. L'ancien ministre s'est montré très critique du Nouveau Monde sur le fond comme sur la forme. C'est dans ce contexte que Gérard Larcher s'est rendu à Allonnes vendredi, près du Mans. Le président du Sénat a voulu parler éducation et aussi sécurité avec les habitants des quartiers. Reportage de Samia Dachir. C'est une ville créée dans les années 60 pour accueillir la main-d'œuvre des usines de la banlieue du Mans. Depuis, les immeubles du centre-ville d'Allonnes n'ont pas changé. L'habitat se dégrade. Beaucoup de jeunes qui ont grandi ici veulent désormais partir. Je vais déménager de ce quartier parce que c'est moche, t'as pas envie de te balader, tu te sens pas en sécurité en plus aussi. Ils nous laissent en gros à l'abandon parce qu'on est un quartier. Et un demi. Merci. Le Paloma est le seul bar encore ouvert sur la place. Au pied des immeubles, le centre commercial n'a jamais été modernisé. Beaucoup de commerçants sont partis. Ceux qui restent attendent toujours le plan de rénovation du quartier. C'est urgent parce qu'on en entend parler depuis 10 ans. Donc oui, ça serait quand même un peu urgent de voir au moins que les choses bougent. Et puis donner un peu de baume au cœur aux gens parce que... Un sentiment d'abandon partagé par le maire d'Allonnes. Reçu au Sénat en avril dernier, juste avant la sortie du rapport Borloo pour les banlieues, c'est lui qui accueille cette fois une délégation sénatoriale. Emmenée par le président du Sénat, Gérard Larcher, elle est venue écouter les attentes des habitants et des élus. Alors l'ANRU 2, le projet de l'ANRU 2, c'est de le raser, de construire en rez-de-chaussée du commerce et de l'activité et au-dessus du logement, pour avoir un cœur de ville qui soit ouvert à très haut.
L'ANRU 2, cité par le maire, c'est un programme financé par l'Agence nationale de rénovation urbaine. La ville aimerait en bénéficier pour financer le projet de rénovation du centre, estimé à 30 millions d'euros. Mais les procédures traînent et les habitants s'impatientent. On parle beaucoup de projets, beaucoup. J'entends les institutionnels, projets à 20 ans, projets à 2 ans, etc. Mais rien ne bouge. C'est une des difficultés aujourd'hui qui nous est posée, c'est on s'engage, on travaille avec les habitants, parfois qui trouvent à juste raison que c'est trop long, et dans le même temps, on n'a pas encore les montages financiers, donc c'est difficile. Cette bureaucratie de l'ANRU, Agence nationale de rénovation urbaine, était dénoncée dans le rapport Borloo. Remis le 22 mai au président de la République, il proposait de revoir les règles de gouvernance de l'agence. Mais le rapport a été enterré par Emmanuel Macron, qui dévoilera le 18 juillet quelle politique de la ville il compte mener. On ne peut pas dire que le 22 mai, ça a eu un grand succès, puisque le plan que proposait Jean-Louis Borloo, on lui a opposé une fin de non-recevoir. J'espère que le 18 juillet, chacun aura eu le temps de relire les propositions et peut-être de tracer un certain nombre de perspectives. C'est ce à quoi le Sénat veut contribuer. Déçus par l'abandon du rapport Borloo, auquel ils ont largement contribué, les maires de banlieue seront reçus au Sénat au lendemain du discours d'Emmanuel Macron. Et on ouvre le débat dans le Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. François Lamy, bonjour, ancien ministre socialiste délégué à la ville dans le gouvernement de Jean-Marc Ayrault. Bienvenue à vous. J'accueille également Myriam Derkaoui, vous êtes maire communiste d'Aubervilliers, vice-présidente du conseil départemental de Seine-Saint-Denis. Et puis Driss Etazaoui est également sur ce plateau. Bonjour, vous êtes vice-président de l'association des maires villes et banlieues de France. Vous êtes adjoint MODEM à la mairie d'Évreux. Première question pour vous, Myriam Derkaoui, puisqu'on vient d'entendre ces habitants qui s'impatientent, eh bien les procédures sont longues, elles traînent. C'est ce que nous disait un de ces habitants rencontré par Samia Dechir. C'est un sentiment qui est, j'ai envie de dire, diffus, que vous ressentez également en ce moment? Je pense que déjà les villes populaires, elles attendent aujourd'hui des politiques publiques. Elles attendent des actions concrètes. Heureusement qu'elles ne sont pas toutes gagnées par le sentiment d'abandon, parce qu'elles gagnent quand même beaucoup de choses au quotidien. Ce sont des populations dignes, combatives, courageuses et qui essaient de s'en sortir. Ce dont elles ont besoin aujourd'hui, c'est vraiment des politiques publiques. Je pense que les plans, il y en a tellement eu depuis 30 ans, et ces populations, ces jeunes, ces anciens sont toujours au même point, c'est-à-dire une inégalité de traitement flagrante d'une commune à une autre, de même taille. L'État devrait commencer par là. Dire, en matière d'éducation, où est le curseur? En matière de santé publique, que se passe-t-il? Dans les centres-villes, les commerces, la présence des femmes et des hommes sur l'espace public, que se passe-t-il dans ces villes? Je pense à un énième plan, quel qu'il soit, n'aurait pas répondu au fait que cette inégalité les éloigne de plus en plus, pas le sentiment d'abandon, mais les éloigne du respect que leur doit la République. Vous rejoignez un petit peu Emmanuel Macron quand il a un petit peu enterré ce plan de Jean-Louis Borloo. Un énième plan, nous dit madame, ça n'aurait rien changé. Oui, mais enfin, je pense que ce que dit Mme Derkaoui, c'est pas qu'elle refuse les moyens. Ce qui est ennuyeux avec la politique de la ville quand on annonce des plans, c'est que ces plans au démarrage, en général, on prend des financements là où ils existent déjà. On met un paquet cadeau autour, et puis petit à petit, ça tombe à volo. Moi, quand je suis arrivé ministre, j'avais des morceaux de plans qui subsistaient, des morceaux de politique publique qui n'avaient pas de cohérence. Non, la question qui est posée aujourd'hui, c'est celle des moyens. Bon, moyens effectivement pour les collectivités, parce que les baisses de dotation font qu'elles ont moins de moyens pour agir auprès de leur population dans les services publics. Et puis, il y a les moyens pour le monde associatif, pour toutes les politiques publiques qu'il faut mettre en œuvre. C'est clair qu'il y a besoin d'argent. Moi, je refuse ce qu'a dit Emmanuel Macron, qui a donné l'impression de dire qu'il ne fallait pas des milliards en plus. Si. Le budget de la politique de la ville, les crédits d'intervention de la politique de la ville, c'est 560 millions d'euros par an. Voilà, c'est rien. Donc là, il y a effectivement besoin de moyens. Et la deuxième chose qui ne coûte rien, et que moi j'attends de la part d'Emmanuel Macron le 18 juillet, c'est qu'il faut une incarnation politique.
au gouvernement du ministère de la Ville. S'il n'y a pas quelqu'un qui est chargé de bousculer ses collègues, de demander à celui de l'éducation d'en faire plus, de demander à celui de la formation professionnelle... Alors le tandem Jacques Mézard, Julien Denormandie, ça ne suffit pas selon vous? Finalement, personne ne sait qui s'occupe de politique de la ville. Il faut un ministre de la Ville, c'est ce que vous dites. Jacques Mézard est plutôt centré sur la question des centres-villes dans les villes moyennes, et M. Denormandie sur les questions de logement, et sur la politique de la ville, il n'y a personne. Quoi. Mais ça tombe bien sur la question des moyens, si vous permettez. C'est que M. Denormandie, parce que vous le citez, la baisse des APL fait qu'aujourd'hui, les bailleurs sociaux, quand ils ont moins de 3-4 millions sur 2-3 ans, eh bien, c'est le logement social, donc les villes et les quartiers populaires qui vont être touchés. La question des moyens est naturellement une question évidente. Je pense que sur nos quartiers prioritaires, et Jean-Louis Borloo le dit très bien, sur les 1500 quartiers de France et de Navarre, pour nos collectivités qui abritent ces quartiers-là, c'est 30% de moyens en moins pour 30% de besoins en plus. Donc on a un gap de 60% sur ces territoires. Mais au-delà de la seule question des moyens, parce que le plan Borloo, on l'appelle le plan, très bien, mais c'est d'abord une source d'inspiration, avec une approche intégrée, une approche globale, qui investit toutes les politiques publiques. Et au-delà de la question des moyens, je pense que ce qu'il faut rappeler sur ces territoires, c'est la question de la considération. Et ça ne demande pas un euro. Considérer les habitants, leur rendre leur dignité sur ces territoires, c'est éminemment important. Moi, je rappelle qu'entre 2 à 3% d'hypermédiatisation de celles et ceux qui réussissent sur ces territoires, et 2-3% de ceux qui échouent sur ces territoires, nous avons 95% de la population, 5 à 6 millions d'habitants, qui ne demandent rien si, plutôt, ils demandent le droit à la normalité, voilà, le droit à la banalité sur ces territoires. Et ça ne demande pas un euro. Et donc c'est tout le travail que nous avons réalisé sur la maltraitance médiatique et sur la manière dont on traite ces quartiers-là et comment on renvoie par écran interposé ou par presse une réalité qui n'est pas celle qui est vécue par les habitants et par nos concitoyens sur ces territoires. Alors on sait que récemment Jean-Louis Borloo est sorti de son silence après l'abandon annoncé, on ne sait pas encore, de son plan par le gouvernement. Je vous propose de l'écouter et je vous ferai réagir après. C'est un document RTL. Moi, mon sentiment, c'est qu'on est en train de remplacer le vieux monde des solidarités par le jeune monde des abandons de ceux qui ont besoin de la solidarité. Dit en d'autres termes, si on parlait cuisine, il faut faire attention à ce que notre pays ne se retrouve pas dans la situation désagréable où le gratin se sépare des nouilles. C'est un problème d'une monarchie qui, en fait, a plus de moyens. Et ce qui me dérange, c'est que les quelques moyens qu'elle a décidé d'arbitrer pour permettre à ceux qui courent le plus vite de courir de plus en plus vite. Et cette vision de la société, je la trouve inefficace, dangereuse. Myriam Derkaoui, c'est une vision inefficace et dangereuse de la société. Vous partagez les inquiétudes exprimées par Jean-Louis Borloo? Écoutez, quand on est maire et qu'on essaie de faire voter un budget de la commune chaque année, c'est un vrai défi. Des agents municipaux, de nos partenaires, et quand on sait que depuis près de 5 ans maintenant, tous les ans, on a subi une baisse de dotation. Moi, je dis que sur Aubervilliers, 18 millions d'euros cumulés, c'était important de les avoir, et c'était même, peut-être qu'il fallait même les doubler, puisque ce sont des villes qui ont une démographie importante, qui ont une population jeune, donc il y a des besoins d'éducation, des besoins en santé, etc. Et donc la question des moyens est au cœur de la vision qu'on peut avoir ou non de cette République. Est-ce que toute personne qui vit en France au XXIe siècle a le même droit, quelle que soit la commune où elle habite, ou pas? Et donc je pense que la vision de M. Macron aujourd'hui, c'est celle, effectivement, celui qui en a plus en aura encore plus. Mais cette question des moyens, elle s'est posée aussi, vous venez de faire un documentaire sur l'évasion fiscale, 80 milliards, je pense qu'il y a de quoi faire pour les gens. Il y a de quoi faire pour les populations, parce que le sentiment d'abandon, je suis désolée de le dire, c'est la question des moyens. Quand on voit comment ils ont supprimé les emplois aidés, ce sont les associations qui se sont retrouvées par terre et dans des villes où il y en avait bien besoin. Et c'est pour ça que les solidarités ne sont pas suffisantes. Elle est très contradictoire, la politique d'Emmanuel Macron et celle du gouvernement, parce que d'un côté, il y a, dans son discours du mois de mai, il y a une sorte de refus de considérer que ce sont des territoires particuliers.
ils sont quartiers prioritaires, c'est parce qu'on sait qu'il y a une concentration de pauvreté beaucoup plus forte. Et donc là, c'est le 22 mai, c'est un peu, c'est toi le ciel t'aidera, vous allez vous en sortir tout seul, battez-vous, et ainsi de suite. Bon. Et puis, de l'autre côté, sur les centres-villes de villes moyennes, alors là, on fait un plan où on met 5 milliards d'euros sur 5 ans. C'est-à-dire qu'on reconnaît que là, il y a une difficulté, qu'il y a une paupérisation territoriale, des endroits où ça va plus mal, et puis là, on décide de mettre des moyens, il y a un plan, il y a voilà. Donc il y a une contradiction. Je crois que le problème, c'est que le gouvernement refuse d'admettre, et d'ailleurs le précédent aussi, je suis bien placé pour en parler, le concept simplement de discrimination positive ou de rétablissement de l'égalité républicaine. Vous avez des endroits dans le territoire où on a donné moins. Voilà. Et quand